Donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est les portes d'entrée des nouvelles dérives ésotériques. Donc je vais avoir le plaisir de vous présenter nos invités en partant de la gauche. Donc Blandine Legrave. Bonjour tout le monde, merci d'être venu et félicitations de tenir jusqu'à la fin de ce week-end. Je sais que c'est pas facile. Je suis le docteur Legavre, vétérinaire, et je suis membre du conseil régional Pays de la Loire. Je suis la référente à l'exercice illégal en médecine vétérinaire et je suis également membre de l'association des vétérinaires qui fait la promotion de la médecine basée sur les faits. Merci Blandine. Je vais donner la parole à Sébastien qui va se présenter. Oui, je dois vous présenter les excuses de Tricotine qui devaient être avec moi. Et là, ça a été retenu. Donc, je vous présente toutes ces plus plates excuses. Donc, Sébastien Canevey, et à l'insondable puits d'ignorance que je suis, il flotte quelques rares bulles de connaissance et l'une d'entre elles n'est pas étrangère au droit. C'est pour ça que je suis appelé à mener la parole juridique ici. Je suis maître de conférence en droit privé et accessoirement, je suis vulgarisateur sur YouTube et sur Twitch. Merci Sébastien. Je donne la parole à Mathieu Borzio. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là. Hein. Vous devez être pas mal fatigué, je pense, parce que moi, je le suis. Donc, je suis Mathieu Porzio, spécialiste des dérives sectaires. Je suis rédacteur en chef du magazine Pensée Magique, que vous pouvez voir sur le Barnum jaune. N'hésitez pas à venir nous voir. Et notamment, j'apporte mon expertise concernant les dérives ésotériques, comme le titre le dit, et notamment la communication animale. Très bien, merci Mathieu. Alors au niveau du déroulé de ce débat, nous allons vous présenter un petit film, voilà, parce que à l'heure actuelle c'est très tendance. Et à l'issue de ce film, on vous demandera s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Et on va vous demander votre avis pour savoir à quel moment vous pensez que les choses peuvent se passer d'une manière qui n'est pas tout à fait normale. Mais sans plus attendre, sans plus attendre, notre film. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Bruno Lansoulier. Je suis vétérinaire spécialiste des médecines douces à la clinique Quantix-Vet. Donc, je pratique la lecture d'oracle, les chants diphoniques, les élixirs divers sur tout type d'animaux. Donc, que ce soit sur les chats, les chiens, les chevaux. Je pratique également la communication intuitive animale. Et je suis spécialiste dans la communication animale avec les nounours à la guimauve. Parce que j'ai toujours eu des nounours à la guimauve. Et plutôt qu'un long discours, voici un exemple. Et donc là, nous avons Teddy qui boit beaucoup et qui grossit. Oui, depuis que j'ai déménagé, il passe son temps devant son bol. Il mange plus non plus, ça peut être le stress. Eh bien, on va le lui demander. Oui, il me dit qu'il n'aime pas sa nouvelle maison. Il voudrait que vous passiez plus de temps avec lui et que vous lui fassiez découvrir les environs. Je vais lui faire un soin quantique pour l'apaiser et vous donner de l'extrait de valériane pour son stress. Ça fera 250. Et c'est donc avec un grand plaisir que je vous annonce que je serai présent lors des rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse en avril. Je vais proposer des mini-ateliers découvertes pour permettre justement aux gens de découvrir mon travail. Et donc, à travers de petites consultations assez courtes et gratuites, de réaliser des séances de communication animale. Vous n'avez pas besoin de venir avec votre nounours. On peut aussi communiquer sur photo. Et on peut vraiment intervenir sur tout type de problématique. J'animerai également une conférence sur la communication animale intuitive pendant ce week-end. Et donc là, je vais présenter ce qu'est la communication animale intuitive, sur tout ce qu'elle peut faire, et dans le cas de ma pratique, comment je peux aider les gardiens d'animaux, les aider à mieux comprendre leurs animaux sur plein de problématiques. Donc, que ce soit mieux prévenir les maladies, des symptômes, ou les traiter, ou même les troubles du comportement. Coupez, elle est bonne! Bon, vas-y, c'est bon, dégage avec ton chien. En plus, je suis couvert de poils. Maintenant, c'est bon, on a fini. Hein. Je crois que la caméra tourne encore. Ah bon? J'ai commencé à investir l'année dernière. Bon. Alors, petite question. À votre avis, est-ce que, juridiquement, par hasard, il n'y aurait pas quelques petits problèmes? Évoquons-les, puis on va essayer de trouver des réponses ensemble. Et comment vous expliquez comment vous pourriez retrouver au moins certaines réponses ensemble. Et
On va gagner du temps. Une première question. S'il n'y a pas de première question, on va gagner du temps. On va passer tout de suite à la seconde question. Sinon, vous sortez les copies et on ramasse dans 1 heure. Rien vous a choqué, non, ça, monsieur? Attendez le micro. Du coup, la question c'est est-ce qu'il y aurait une faille juridique dans la vidéo, enfin c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être attaquable dans la vidéo au niveau juridique. C'est ça la question. Okay. Oui, dans la pratique vétérinaire, oui, voilà. C'est exactement. La question est celle-ci. Voilà, c'est effectivement il y a un vétérinaire présente un certain nombre d'activités, revendique un certain nombre de résultats. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît juridiquement fondé? Alors c'est un vétérinaire quantique, hein, précisons. Ce n'est pas n'importe quel vétérinaire. Une question. Oui. Non, une réponse. Ah, qu'est-ce qui coince? Je ne sais pas, j'y connais rien en droit. Alors, donc, il parle de méthodes qui n'ont pas été prouvées scientifiquement, comme... Mais comment est-ce qu'on fait pour les communiquer avec les animaux? Oui. Comment est-ce qu'on fait? On ne va pas parler de la validité scientifique des méthodes, hein, parce que ça, on en parle depuis 2 jours, hein, d'accord? Donc, la validité scientifique des méthodes, mais qu'est-ce qu'un vétérinaire peut faire? Monsieur là-haut. Madame? Mais en fait, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il se présente comme vétérinaire dans cette vidéo qu'il y a un problème? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut se présenter comme vétérinaire comme ça et faire des gestes devant un nounours enfin... On va inverser les choses, je sais pas. Justement, comment est-ce qu'on fait pour savoir si quelqu'un est vétérinaire? On va commencer par ça. On donnera la parole à monsieur. J'imagine qu'il y a des diplômes. QR code. Site des vétérinaires. C'est sur ce QR code, donc vous avez accès au site vétérinaire.fr, qui est le site officiel du Conseil national. Donc ce Conseil national qui en fait se décline en conseils régionaux, donc auquel appartient Blandine et auquel j'appartiens moi-même pour la région Occitanie. Et en fait, vous trouvez un ensemble de textes. Alors pour faire très simple, la profession vétérinaire est une profession réglementée. Ça veut dire qu'elle a des droits qui lui sont donnés par la loi, mais elle a aussi des devoirs qui lui sont donnés par la loi. Et une partie de ces devoirs se décline dans des textes qu'on appelle le code de déontologie. Et s'il y a un code de déontologie qui est supposé amener, garantir une bonne conduite vis-à-vis de l'usager, c'est qu'il y a en face également une chambre de discipline qui va pouvoir juger des manquements d'un vétérinaire par rapport à ces textes. Donc on a une déclinaison, il y a des droits bien sûr qui sont donnés par la loi, des devoirs qui sont aussi donnés par la loi, et ensuite une jurisprudence qui va être donnée par des chambres régionales puis nationales de discipline. Donc voilà comment les choses fonctionnent. Donc vous trouverez le détail de ces textes sur le QR code. Donc, pour répondre partiellement à votre question, il y a effectivement peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait conformes au code de déontologie dans la présentation, tels que ceux confrères. Première chose, vérifier si la personne est effectivement vétérinaire. Pour moi, juriste, hein, c'est une profession réglementée, comme l'est la profession d'avocat, de médecin, d'architecte, et j'en passe beaucoup. Donc, profession réglementée qui a, donc, tu disais, des droits et devoirs. Donc, première chose à vérifier, c'est est-ce que vous avez affaire effectivement à un vétérinaire inscrit? Vous avez un outil pour le faire. Excellente réponse. Il y a monsieur là-haut. Ouais, du coup, j'ai plus grand-chose à dire puisque c'était à peu près ça que je voulais dire. Est-ce que la personne est vétérinaire? Est-ce qu'il y a un code lié à la profession? Et est-ce qu'on peut l'accuser de charlatanerie, par exemple, comme dans les pratiques frauduleuses de la médecine ou ce genre de choses? Tout à fait. Monsieur en rouge, là. Attendez d'avoir le micro pour la captation, s'il vous plaît. Oui, j'avais compris, merci. Excusez-moi. La pédagogie est une longue patience. Pour moi, la question ne se pose pas là, dans la mesure où on a manifestement un praticien qui, de bon gré ou mal gré, se moque en fait de l'autorité d'une représentation qui ne respecte pas ou dont il ne suit pas les préconisations. La seule question qui se pose, c'est quelle est la réponse judiciaire pour quelqu'un qui se prétend d'une certaine discipline et qui va toucher notamment à la santé,
mais qui n'est pas reconnu comme tel parce qu'il n'a pas les diplômes ou qu'il ne fait pas partie d'un ordre. Bon, ça, c'est très clair. Hein. C'est exercice illégal d'une profession. Exercice illégal, par exemple, la profession de médecin, c'est une infraction d'habitude. C'est-à-dire que, curieusement, même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez tous et toutes faire, une fois dans votre vie, une ordonnance sans encourir les foudres de la loi pénale. Pourquoi ? Parce que c'est une infraction d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut la faire au moins 2 fois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait de la prescription à titre habituel. Le droit pénal étant d'interprétation stricte, vous faites une ordonnance une fois, eh bien vous ne pourriez pas être condamné parce que c'est une infraction, c'est un acte unique. Donc exercice illégal, qu'est-ce qui se passe ? Absolument, voilà, au niveau de la profession vétérinaire, l'exercice illégal est qualifié exactement de la même manière. C'est en fait le côté habituel, le côté récurrent en fait de ces activités. Voilà. Mais là, on est sur des activités, on va dire, conventionnelles. Par exemple, un éleveur qui vaccine ses propres chiens ou qui vaccine les chiens des personnes à qui il a vendu ses chiots, c'est un exercice illégal. Voilà. Même si c'est un acte qui n'a rien de discutable. Une vaccination, c'est quelque chose qui, pour le coup, est basé sur des faits. Petite question pour la gratter, c'est mon rôle d'universitaire. Il me semble que lorsqu'on a un diplôme d'éleveur, eh bien, ça fait partie des gestes que l'on apprend. Absolument, absolument. Et on n'a pas le droit de le faire. Il y a toujours ce hiatus entre ce qui est attractif dans les formations, c'est-à-dire plutôt de la manipulation et du geste, et ce qui est donné par la loi. Aujourd'hui, là aussi, pour faire très simple, l'acte vétérinaire commence au franchissement de la peau. C'est-à-dire à partir du moment où vous faites une injection, à partir du moment où vous posez un implant d'identification, vous franchissez la peau, donc vous êtes dans l'acte vétérinaire. Alors que le maître de l'animal peut le faire. Le maître de l'animal peut le faire, absolument. Tricotine n'a qu'à bien se tenir. Donc une question, comment peut-on exercer illégalement, être vétérinaire illégalement alors qu'il est vétérinaire ? Alors, sauf oui, non, mais sauf s'il ne l'est pas du tout. Donc la question est réglée, mais on ne peut pas exercer illégalement l'activité de vétérinaire si on est vétérinaire. Même si on exerce des choses qui ne sont pas dans le domaine Exactement. Alors, dans ce qui a été présenté, en fait, il y a effectivement, la personne dit qu'il est vétérinaire, enfin, ça, on reviendra là-dessus dans un instant, et il pratique des choses qui aujourd'hui ne sont pas des pratiques reconnues comme étant des pratiques médicales, ce sont des pratiques qui sont commerciales. Et le code de déontologie vétérinaire, justement, prescrit l'utilisation d'activités commerciales. Et donc là, on est sur une infraction au code de déontologie. Alors, il y en a plusieurs, on ne va pas vous faire toute la liste parce que l'heure n'y suffira pas, mais voilà, l'activité commerciale. Aujourd'hui, une activité, par exemple, de naturopathie vétérinaire est considérée comme une activité commerciale. Avec une ambiguïté qui tient au titre que dans pathie c'est traitement, hein, et donc on peut, dans l'esprit du client, dans l'esprit de l'usager, créer une confusion qui va être celle entre « mais oui, je peux être soigné par un naturopathe, en plus il est vétérinaire, donc il est forcément, à partir du moment où il est vétérinaire, il est reconnu, il est diplômé, il a une valeur que n'a pas le naturopathe non vétérinaire ». Moi j'ai une question, monsieur, j'ai une question. Il est dit dans le texte que j'ai sous les yeux, hein, il dit « je m'appelle Bruno Mansolini, je suis vétérinaire spécialiste ». Il y a des spécialités ? Les cantiques. Eh bien, moi, j'ai bien envie de demander à l'assistance, déjà, est-ce que Bruno Mansolini, il est vétérinaire ou pas ? Et où est-ce que sur le site, vous avez pu trouver l'information ? Et je veux bien savoir aussi, il dit qu'il est spécialisé en médecine, on a dit, alternative, complémentaire ? En médecine douce. En médecine douce. Oui, spécialiste des médecines douces, pratique la lecture d'oracle, les échanges diphoniques, les élixirs divers et sur tout type d'animaux. Une spécialité reconnue, ça ? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé sur le site ? Ouais. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Sur le site du coup des vétérinaires, il y a « Trouver un vétérinaire pour soigner mon animal avec accéder à l'annuaire des vétérinaires ». Ouais. Voilà. Donc, si jamais il y est ou pas, je peux effectivement chercher son nom directement sur le site. Tout à fait. Et maintenant, pour la question de la spécialité. Juste pour vous expliquer ce que c'est que la spécialisation en médecine vétérinaire, quand on sort de l'école vétérinaire, on est tous généralistes. On a tous le même diplôme, on est docteur vétérinaire.
La spécialisation, c'est un diplôme supplémentaire. C'est un board, soit le collège européen, soit le collège américain. C'est un titre, un diplôme, et du coup, il est aussi réglementé et protégé. Et vous avez la liste des différentes spécialités qui existent, qui est également disponible sur le site. Je vous laisse manipuler juste pour que vous la retrouviez, et puis que vous me dites si la spécialisation sur les médecines douces, ça existe, ou est-ce que c'est une fausse information ? Vous fatiguerez du silence avant nous. Hein. Non, bah pareil, en fait, il y a toutes les spécialités du coup, et médecine douce n'est pas dans les spécialités. Il y a chirurgie des animaux, chirurgie équine, dermatologie, gestion de la santé des bovins, etc. Mais il n'y a pas médecine douce, effectivement. Les thérapies non conventionnelles, complémentaires, alternatives, ne sont pas reconnues comme des médecines faisant partie d'un board. Ça n'existe pas un vétérinaire spécialiste en ostéopathie, ça n'existe pas un vétérinaire spécialiste en acupuncture ou en médecine traditionnelle chinoise. Le titre, il n'existe pas. Un véto n'a pas le droit de vous dire ça, en fait. J'ai un trou de mémoire, c'est une infraction au code de déontologie et je ne me souviens plus de l'article précis. Alors, il y a dans le code de déontologie, il est précisé que un vétérinaire ne peut pas se prévaloir de titres ou de diplômes qu'il ne possède pas. Et en l'occurrence, dans le cas là, on a pour notre candidat, là, nous avons une spécialité en médecine douce, en médecine quantique. Il ne peut pas revendiquer cette spécialité parce que d'une part, elle n'existe pas, et d'autre part, voilà. Donc, il est tout à fait en situation là aussi d'éléments qui correspondent à une publicité mensongère, donc qui peuvent relever du code de déontologie, mais qui relève également du code de la consommation. Oui, tout à fait. N'hésite pas à continuer parce que tu connais la chose. Voilà. Donc après, oui, il y a une question là-bas. Oui. Ça me va. Oui, je répéterai la question. La question était donc, qui peut créer une spécialisation ? Est-ce qu'un vétérinaire isolé peut créer cette chose-là ? Alors la réponse est non. La réponse est non. Les spécialités et spécialisations sont créées par à la fois la DGER, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, et également des comités, qui sont des comités de spécialisation, qui en fait vont établir à la fois l'ingénierie pédagogique qui conduit au titre de spécialiste, mais également le contenu. Et ce sont des contenus, là pour vous donner une idée, un diplôme de spécialiste qui soit européen ou américain, ou un DESV qui est l'équivalent français, ça correspond à peu près à 3 ans de travail en continu. C'est-à-dire 3 ans de travail qui se font au sein d'un établissement vétérinaire qui est déjà pourvu de spécialistes. Donc ça se fait à la fois par un mentorat, mais également par un apprentissage. Et c'est sanctionné par un examen, qui est un examen qui est extrêmement exigeant, croyez-moi, et qui donne lieu donc à ce type de spécialiste. Et ce type de spécialiste, comment dire, une spécialité, elle doit répondre, je dirais, à un besoin au niveau professionnel. Et c'est vrai que les spécialités qui ont été citées tout à l'heure correspondent aujourd'hui à un besoin professionnel. À ma connaissance, la spécialité en médecine douce ne fait pas l'objet par la profession d'une demande de reconnaissance particulière parce que on est à très souvent, notamment quand on se penche sur la médecine basée sur l'épreuve, sur des formations qui sont un peu discutables, on va dire, discutées d'ailleurs et discutables. Est-ce que ça répond à votre question ? Dans les AA, on va souvent les ostéopathes, quelqu'un vu le prix des chevaux, donc on ne fait pas appel à un vétérinaire, mais à un ostéopathe. J'y vais ?
Oui. Alors le milieu équin est un milieu qui est un peu particulier par ses habitudes. Alors ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche de dire ça. C'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de recettes, beaucoup d'habitudes, beaucoup de choses qui reposent beaucoup sur l'histoire de la médecine équine et la manipulation osseuse, tout ce qui tourne autour de l'ostéopathie, la kinésiologie, la kinésithérapie, font partie des habitudes dans le monde équestre, où tout, notamment dans le monde des courses, où tout ce qui peut faciliter ou améliorer la performance de l'animal va être utilisé. Donc aujourd'hui, la pratique d'ostéopathie équine n'est pas plus prouvée que dans d'autres espèces, mais elle est beaucoup pratiquée parce que il y a un marché. Voilà, on va dire les choses de manière claire. Après, c'est vrai que la différence qu'on pourrait avoir, tout à l'heure on parlait de pratiques vétérinaires versus non vétérinaires, il y a une différence entre les deux, du part qui est liée à cet aspect réglementé, c'est que le vétérinaire travaille avec une responsabilité civile professionnelle. Il est assuré pour ses actes, il est assuré pour ses erreurs, il est assuré pour les accidents qu'il pourrait provoquer dans le cadre de sa pratique. Ce n'est pas le cas d'un ostéopathe aujourd'hui. Une question? Si? Vous avez maintenant obligation d'une RCP. D'accord. Alors juste une parenthèse. On est dans un cadre légal, voilà, purement réglementaire. Par rapport à la RCP, la RCP est une assurance qui couvre l'erreur médicale. Ça ne couvre pas la fraude, ça ne couvre pas les erreurs volontaires, ça ne couvre pas les choses qui sont illégales. Voilà. C'est un principe général. C'est un principe général du droit civil. Voilà. On peut faire de la merde, puisque vous dites ça comme ça, sans faire exprès. Voilà. Bon. Et de manière générale, j'aimerais rajouter que le milieu équestre est le milieu le plus poreux en termes de dérives. C'est-à-dire que absolument toutes les dérives thérapeutiques, médecine douce, etc., commencent par le milieu équestre dans le monde des animaux. Donc il faut être très vigilant vis-à-vis de ce milieu qui a tendance à mettre en avant des thérapies non fondées et qui peuvent avoir des aspects délétères à la fois sur l'animal et sur les maîtres aussi. Alors même que le prix de certains chevaux est faramineux, c'est contre-intuitif pour moi. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que ça a été étudié d'un point de vue sociologique? Je ne pense pas que ça a été étudié. Vous me direz le contraire. Il y a un phénomène qui est un peu particulier au monde équestre pour les chevaux qui ont beaucoup de valeur. Les galopeurs, par exemple, où tu parles d'animaux qui valent plus de 100 000 euros, tu as très souvent plusieurs propriétaires. Tu peux en avoir jusqu'à une vingtaine, en fait. Donc, la prise en charge, ça peut être quelque chose d'assez compliqué parce qu'elle n'est pas forcément consensuelle sur les propriétaires. Mais c'est vraiment une spécificité, je pense, quand même, du monde équestre. Oui, c'est le monde des courses qui amène, il y a des enjeux financiers qui sont assez importants, voire même vraiment colossaux. Je veux dire, tout le monde ne court pas le prix d'Amérique, enfin, il y a quand même le pari mutuel rapporte beaucoup d'argent aux propriétaires de chevaux. Donc dans ce cadre, on revient tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est la recherche d'une performance optimale, quitte à utiliser des méthodes que surtout les autres ne connaissent pas, mais qui peuvent être parfois des méthodes complètement fumeuses. Donc on est quand même dans un monde qui est toujours un peu borderline en termes de performance, de recherche de performance. Voilà, mais c'est la valeur du cheval est une chose, mais ce qu'il peut rapporter est quelque chose qui peut susciter, je dirais, avoir la bonne idée que les autres n'ont pas eue, ça peut être très extrêmement porteur. Après, là, on dépasse complètement le côté médecine par l'épreuve, parce que là, on est dans des techniques. Alors, on a aussi des vétérinaires qui ont été inquiétés dans le cadre de dopage du cheval, parce que le dopage du cheval est en termes sur le plan financier, à peu près l'équivalent du dopage humain. Je ne sais pas si ça vous parle pas peut-être en termes de somme, mais en termes d'importance quantitative, on est sur des valeurs qui sont comparables. Donc il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent dans le sport, il y a beaucoup d'argent dans le sport du cheval. La question de monsieur oui, alors le monsieur est très surpris de savoir qu'à la campagne, beaucoup d'éleveurs utilisent l'homéopathie pour soigner leurs vaches. C'est bien ça? Si elles ne sont pas diabétiques, c'est pas grave. Mathieu
Alors de manière générale, l'homéopathie, ici on est plutôt un public de sceptiques, donc on a débunké ça dans nos cerveaux il y a quelques années, mais de manière générale il y a encore une frange de la population qui l'utilise beaucoup. Et c'est la même chose pour, entre guillemets, les agriculteurs avec leurs vaches. Puis ils ont l'impression aussi que peut-être parfois ça leur coûte moins cher de donner des granules de sucre à leurs petites vaches, alors que pas du tout, parce que ça fait des retards de soins assez dramatiques parfois. Mais de manière générale, voilà, c'est vraiment pour eux, que ce soit dans le milieu équestre, dans le milieu agricole, il y a vraiment une grande part de bullshit. Voilà, je vous raconte un autre jour que la seule fois où j'ai pris des granules homméopathiques, c'était pour éviter de perdre mes cheveux. Mais c'est authentique, hein, c'est authentique, ne riez pas, je vous en prie. Ça n'a pas très bien marché, je crois. Ça a fonctionné à moitié. Il faut être positif. Il en reste derrière. Mais au-delà de la blague, j'avais une question aussi. Admettons que le monsieur qu'on a vu tout à l'heure à l'écran ait été réellement vétérinaire. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il avait vraiment la possibilité de faire ces démonstrations, ces consultations ici en venant aux règles gratuitement? Non. Non, la réponse simple, c'est non. En fait, il y a là aussi dans le code de déontologie un article qui correspond à ce qu'on appelle la médecine foraine. La médecine foraine, c'est-à-dire la médecine qui est faite au milieu d'une assemblée, sur la place publique, qui est comme les arracheurs de dents voilà, il y a 200 ans, hein, c'est-à-dire des gens qui venaient, qui ouvraient leur petit camion, leur petit fiacre et qui soignaient les gens. Donc ça, c'est interdit. C'est interdit de faire des consultations, en plus de ça, gratuites, parce que la gratuité, bon, vous savez, ça n'existe pas. Quand c'est gratuit, c'est que soit vous avez déjà payé, soit que vous paierez plus tard, ou alors c'est vous le produit. Voilà. Hein, donc ça c'est constant. Donc non, il n'a pas le droit de proposer ce type de choses. Ce qu'il pourrait proposer au mieux, c'est de faire une présentation sur les résultats qu'il a obtenus avec ces méthodes. Ça pourrait être extrêmement constructif, mais ce n'est pas cela qu'il a proposé. Je crois qu'il n'y a pas besoin en plus que l'activité foraine elle soit gratuite pour être une infraction au code de déontologie. Il pourrait très bien demander et avoir une gratification, même ne serait-ce que quelques euros. Le lieu, donc dans notre vidéo, le REC, n'est pas déclaré comme un domicile professionnel d'exercice. Donc l'exercice de la médecine vétérinaire est par définition interdit ici. Mais ça n'empêche pas l'exercice itinérant, bien évidemment. C'est deux choses différentes. Ouais. Les lieux d'exercice, en fait, il y a deux possibilités. Soit le vétérinaire exerce dans sa propre structure, qui peut être un cabinet, une clinique ou un centre hospitalier vétérinaire, il y a plusieurs catégories, soit au domicile de ses clients. Voilà. Alors après, par extension, un vétérinaire peut intervenir sur des chevaux, par exemple sur un champ de course, qui n'est pas un lieu mais c'est le lieu sur lequel les animaux se trouvent. Par contre, faire en sorte que les clients viennent à lui sur un lieu qui n'est pas un lieu prévu pour l'exercice, ça s'appelle la médecine foraine. Il y a aussi le vétérinaire consultant, qui est un vétérinaire qui peut se déplacer de façon ponctuelle dans une autre structure qui n'est normalement pas la sienne pour prendre en charge des patients directement dans la clinique. Ça existe par exemple en chirurgie orthopédique. On en a pas mal par exemple en Normandie, on en a un ou deux en Loire-Atlantique. Le chirurgien se déplace directement avec son matériel dans la structure qu'il appelle pour réaliser la chirurgie dans la clinique, ce qui évite aux gens de se déplacer dans des gros centres de référé et parfois de faire pas mal de kilomètres ou par souci de stabilité pour un animal qui serait par exemple pas transportable. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres critiques, monsieur? Absolument. Donc là, oui, pardon. La question était, monsieur s'étonnait du fait que le vétérinaire ne faisait pas venir le troupeau à son cabinet. Donc ça, je pense que j'ai répondu tout à l'heure, parce qu'en fait, il se déplace au domicile de ses clients. Et la deuxième partie de la question était, si un animal venait à être blessé dans cette assemblée, il faudrait bien qu'un vétérinaire le soigne. Alors là, on rentre dans le caractère non habituel.
que Sébastien évoquait tout à l'heure. On peut effectivement, sur la voie publique, être en situation de soin. On est dans une urgence médicale avec un animal est en péril. Et cette notion de péril enlève un certain nombre de barrières à la pratique, ou du moins à l'encadrement des structures d'exercice vétérinaire. C'est-à-dire que si on trouve un vétérinaire on constate une situation dans laquelle l'animal est en péril, même s'il n'est pas chez lui, il est en droit et même en devoir d'intervenir. Et d'autres questions, d'autres remarques, d'autres compliments, n'hésitez pas. Pour les insultes, on attendra plus tard. Si la personne qui dit tous ces propos-là, au final, n'est pas vétérinaire, il n'y aurait plus rien d'illégal au final. Si l'exercice illégal. Voilà. Il y a quelques années de séchoir. Oui. Effectivement, je pense que cette question a un intérêt, c'est que si cette personne n'est pas vétérinaire, alors d'une part, il y a une usurpation de titre, elle se présente comme quelqu'un qu'elle n'est pas, donc là, ça matérialise le côté illégal, et on est dans de l'escroquerie. Donc là, on relève d'éléments de droit que Sébastien va peut-être vous décrire. C'est illégal clair, je ne me souviens plus du nombre d'années de séchoir encourues, mais croyez bien que quelqu'un qui insiste pourrait avoir une belle amende et plus si infinité, de toute façon. Et les parquets n'hésitent pas à poursuivre, surtout lorsque les ordres, je ne parle pas trop de l'ordre des médecins qui n'est pas très très actif, mais les ordres de vétérinaires sont avons eu quelques affaires, plus attentifs. Quelques affaires d'exercice illégal. Et un naturopathe. Alors, il ne risque rien. Alors, il y a l'usurpation quand même du titre à ce moment-là de docteur vétérinaire, puisqu'il se prétend. S'il ne se prétend pas, s'il ne se prétend pas, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas. S'il est véto, il y a le code de déontologie qui s'applique. S'il n'est pas vétérinaire, là, Sébastien, tu vas nous aider. Exercice illégal. On est dans l'exercice illégal. Actes qui sont réservés aux vétérinaires diplômés. Et avec son diagnostic sur son nounours à la guimauve, qui clairement est diabétique, ça passera pas. Oui. Tout à fait. Voilà. Il y a un côté, escroquerie, c'est-à-dire qu'il émet des allégations sur lesquelles il ne peut apporter aucune preuve. Donc, oui, peut-être. Alors, en théorie, non, si il y a une incrimination dans le code pénal interdisant de faire profession de prévoir les songes ou je ne sais plus quoi. C'est jamais poursuivi, hélas, en pratique, mais c'est quelque chose qui est interdit. Mais oui, j'avais vu une main se lever aussi par là. Voilà. Alors, quand il est sur son nounours, il fait un diagnostic. La limite, elle est floue. Là, on a vite fait de basculer en fait de l'autre côté. C'est ça ce qu'on voulait aussi vous montrer. La limite, elle est très très mince. Sur juste un acte isolé comme ça, on peut rien faire. Si par contre l'acte se répète, on rentre dans l'exercice illégal et là, c'est 30 000 € d'amende et 2 ans de séchoir. Il faut le prouver en fait au tribunal, qu'il y a ce côté répétitif. C'est le gros nœud du problème. Et il faut voir aussi l'aspect peut-être dérive sectaire, c'est-à-dire avec certaines pratiques dans le milieu des animaux, il peut y avoir aussi une mise sous emprise du maître, c'est-à-dire qu'on peut vendre des formations au maître de l'animal, on peut vendre aussi des méthodes, et du moment donné qu'on s'attaque au maître, on s'attaque aussi aux humains. Donc là, on rentre aussi dans d'autres fraudes, entre guillemets, qui peuvent être pénalement répréhensibles. Alors, je vais peut-être te poser une colle, mais là tu dis, donc le nounours il était clairement diabétique. Mais toi tu le sais parce que du coup tu es véto. Sauf que du coup, les personnes qui vont amener leur animal vers un communicant animalier, par exemple, ils ne savent pas que leur animal est malade. Comment on fait pour protéger, du coup, les personnes qui
Mais tu fais bien de pointer le problème, puisque c'est ça ce qui nous embête en fait, en tant que vétérinaire pour l'aspect médecine. Et l'animal, en fait, il y a un vrai risque de retard de prise en charge, pas parce que le propriétaire ne veut pas s'en occuper correctement, mais parce qu'il n'a pas été bien guidé avant. Notre communicant, qu'Arnaud a bien voulu jouer, il n'a aucune connaissance médicale. C'est là qu'il y a un gros problème. Sur l'animal qui va bien, sur un problème qui va se résoudre tout seul en une semaine, ce qui est à peu près 80% des cas quand même des maladies, hein, comme chez l'homme, c'est pas embêtant en soi. Par contre, le jour où il y a un vrai problème, il y a une vraie pathologie derrière, là, ça peut devenir très délétère. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que la dérive sectaire en tant que telle n'est pas interdite, hein, ce n'est pas une infraction pénale. En revanche, à l'occasion de dérives sectaires, hein, je le répète, vous l'avez sans doute entendu aujourd'hui ou hier, à l'occasion de dérives sectaires, il peut y avoir tout un tas d'infractions qui peuvent être commises. Il ne faut jamais oublier que Al Capone s'est retrouvé en tôle à perpétuité, non pas pour les crimes qu'il a commis à titre personnel ou dont il a été complice ou l'instigateur, mais pour fraude fiscale. Hein, n'oubliez pas, c'est très très frustrant pour les victimes de voir que la personne qui leur a fait énormément de mal va être condamnée pour quelque chose qui leur paraît accessoire et annexe, à la limite presque sans importance par rapport au mal qu'elle leur a fait. Mais le droit est un droit avec une morale au ras des pâquerettes. L'important, c'est de sanctionner ou éventuellement de mettre hors circuit, hors d'état de nuire la personne, quel que soit l'outil juridique que l'on utilise. Et dès lors qu'une infraction, n'importe quel procureur, c'est comme ça que je les forme, n'importe quel procureur va sauter sur l'infraction qui est la constituée de la façon la plus irréfutable, quitte à ce que ce ne soit pas celle qui est la plus sensible pour la victime. Il y a une question là. Tout à fait. Ils risquent, comme ils font des infractions au code de déontologie, ils risquent une plainte devant le disciplinaire qui est souvent portée par le président du conseil régional, qui porte plainte du coup contre le vétérinaire en question. Et oui, la réponse à la question, est-ce qu'on a eu des cas en disciplinaire? Oui, on en a eu et on a eu des condamnations, effectivement. Je ne sais pas si Franck, tu veux peut-être développer un petit peu, tu les maîtrises. Donc voilà, ce type de plainte, en général, n'est pas déposé par les clients. Ce que c'est assez paradoxal dans ce type de pratique, c'est que ce ne sont pas les clients qui posent plainte, ce sont en général les confrères ou le président du conseil. Dans ce cadre-là, bien entendu, il faut avoir un dossier qui permette d'établir la plainte, d'établir les responsabilités. Bon, il y a tout un process sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais cette chambre de discipline va aboutir à, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Il y a de temps en temps, il peut y avoir une relaxe, hein, si les éléments probants ne sont pas suffisants. Alors, ensuite, il y a deux gradations on va dire, de sanctions qui sont des sanctions morales. L'une s'appelle l'avertissement, l'autre s'appelle la réprimande, mais qui ne change rien au quotidien du vétérinaire condamné, à part, bon, ça fait jamais plaisir de se retrouver jugé par ses pairs et comme étant défaillant. Et la dernière sanction, c'est la suspension d'exercice. Cette suspension d'exercice, elle est gradée, évaluée, il peut y avoir du sursis, ça fait l'objet de discussions par les assesseurs et le président de chambre. Le président de chambre est un magistrat, hein, c'est pas un vétérinaire, c'est un magistrat. Et donc on a une justice qui se veut, équitable en tout cas. Alors pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a déjà eu des affaires de communication animale ou d'activité apparentée? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a eu des condamnations? La réponse est oui. Et ça correspond à de la suspension d'exercice. Ce qui est quand même, on va dire, économiquement, quelque chose de gravissime pour un praticien d'être interdit d'exercer. Alors, cette communication était relativement discrète parce qu'il y a le respect de la personne. Donc, la personne est informée de sa condamnation. Les autres ordres sont informés. S'il y a une radiation, cette personne disparaît du tableau de l'ordre que vous avez vu là tout à l'heure avec votre petit flashcode. Voilà. Donc mais il n'y a pas une communication. Par contre, ça passe pas dans le journal, c'est pas écrit. Voilà. Alors, il y en a une ici, une là-bas et Monsieur en rouge.
moi là j'apprends un truc, ça m'intéresse. Moi je l'ai vu sur les réseaux, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement... les thérapies, comme je l'ai dit tout à l'heure, les thérapies liées aux animaux sont vraiment les plus poreuses dans le bullshit. Il y a vraiment de tout. On peut trouver autant de la psychogénéalogie sur des chevaux, on peut trouver des croquettes dynamisées. Ça part dans tous les sens, vraiment. Et ça marche ? Non, ça marche pas. Spoiler, ça marche pas. Ne leur donnez pas des arguments de vente, s'il vous plaît. Petite précision, oui, il n'y a pas d'infraction de dérive sectaire, mais parce que le fait d'appartenir à des mouvements sectaires, c'est pas répréhensible en soi, puisqu'on a en France la liberté de croyance, la liberté de réunion, la liberté d'association. Par contre, il y a l'infraction d'abus de faiblesse par suggestion psychologique, qui est quasi unique au monde aussi, et qui permet, et c'est l'infraction spécifique qu'on retrouve dans tous les cas de dérive sectaire, et aujourd'hui de plus en plus, on a aussi des juridictions qui condamnent. Il n'y a pas l'aspect financier, il n'y a pas l'aspect sexuel, mais il y a l'emprise pour l'emprise sur les personnes. Il n'y a pas encore suffisamment de condamnation là-dessus, mais ça arrive de plus en plus, et je vous renvoie vers une décision sur un groupe un peu particulier, type médiéval, dans l'Allier, Sir-Chumul, où effectivement la personne a été condamnée que sur l'aspect de l'emprise psychologique via de la suggestion mentale. Oui, ça parfait, tout à fait. Il faut savoir que dans l'emprise mentale concernant les animaux, l'aspect le plus inquiétant, c'est celui concernant les humains. On peut très bien aller voir quelqu'un qui fait de la communication animale intuitive, qui au bout d'un moment va vous dire que le problème avec votre animal, en fait, c'est vous. Donc il va ensuite falloir se frapper une thérapie, parce que Bubule il tourne en rond dans son aquarium en fait, donc ou parce que le chat il fait pipi au mauvais endroit. Donc c'est ça qui est dramatique en fait, c'est que on va faire croire aux humains que le problème de leurs animaux c'est eux, et c'est là qu'on rentre dans la suggestion, vraiment dans l'emprise, et que potentiellement on peut avoir de gros problèmes en fait. Thérapie quantique, bien sûr. Voilà, c'est les plus efficaces. Hein. C'était simplement qu'effectivement, il faut que l'humain ait suffisamment souffert pour qu'on puisse rentrer dans le champ du pénal, puisque l'article du code, s'il y en a qui veulent aller le regarder parce qu'il est très long, 223-15-2 du code pénal, il faut que la personne humaine ait été conduite à des actes ou des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables. Donc il faut déjà que le portefeuille ou autre chose ait été suffisamment touché chez l'humain pour qu'on en vienne. Parce que du coup, le défaut de soin de l'animal, pour réussir à relier ça à la suggestion psychologique de l'humain, je pense qu'on n'en est pas encore là et qu'il faut beaucoup d'innovation des juridictions. C'est pour ça que plus souvent, la juridiction va retenir soit des faits d'escroquerie ou d'exercice illégal de profession réglementée ou d'usurpation de titre. La justice, pour aller vite, va effectivement aller à ce qu'elle sait faire, des infractions un peu plus communes et moins l'aspect dérive sectaire. Mais pour des victimes, on quitte la sphère animalière, pour des victimes qui ont effectivement vécu cette emprise pendant des années et des années, ce n'est pas malheureusement juste l'aspect financier qui va jouer. D'ailleurs, ce n'est pas ce que demandent les victimes, ce n'est pas une indemnisation, c'est plus être reconnu comme statut de victime elle-même et condamnation de l'auteur de ça pour des faits d'emprise psychologique. Mais encore, cette petite infraction est très spécifique en France et on la retrouve en Belgique et je crois au Luxembourg. Les États, à travers la planète, on a même des gens, enfin des services ou des États qui viennent en France pour consulter des sachants en la matière. Comment nous on pourrait adapter notre législation aujourd'hui par rapport à ce phénomène d'emprise psychologique préjudiciable qui touche toute la planète. Il n'y a que la France qui s'y intéresse avec la Belgique et le Luxembourg. Il faut savoir aussi que concernant les thérapies animales, Blandine l'a dit hier lors de son intervention avec Richard, c'est vraiment une spécificité française, en grande partie. Pour la communication animale intuitive, Voilà. c'est ce qu'on on pense en tout cas en cherchant sur Internet. Après, j'imagine que chaque pays a, Oui. ses spécificités.
C'est ça. International. Qui sont effectués. Mais en tout cas, le réseau professionnel qui se disent pratiquants professionnels, c'est au niveau principalement français, effectivement. Cocorico, on est les champions. Ouais, malheureusement. Une question ? Moi, je me demandais juste en termes de sanctions, parce que là, on est sur le cadre vétérinaire, mais en termes de sanctions, de taux de sanctions et de la loi, est-ce que pour ceux qui pratiquent ce genre de médecine, mais envers les humains, est-ce qu'il y a des différences? Parce que c'est vrai que vous aviez dit que l'ordre des médecins avait l'air plus mou que les vétérinaires. Chaque ordre a un petit peu ses spécificités. Nous, là, au sein du conseil vétérinaire, on bosse dessus. Il y a un gros projet qui est en train d'être digéré au national pour permettre aux propriétaires d'animaux de faire des déclarations si jamais ils ont été victimes d'un charlatan tel que l'on peut le voir en fait sur notre vidéo, pour nous donner en fait des données de terrain et nous permettre d'agir en tant que partie civile pour l'exercice illégal. Ça devrait sortir quand ils auront terminé de digérer notre beau fichier de 3-4 pages là-haut. Et pour l'ordre des médecins, je crois qu'en médecine, ils sont juste ensevelis par des thérapies alternatives de tous les côtés. Et c'est juste un boulot monstrueux, en fait. Et je pense pas qu'ils soient forcément plus mous. C'est plutôt qu'il y a tellement de boulot qu'il faut se donner un ordre de priorité. Et c'est très, très long. Bon, après, je vous confirme quand même que l'ordre des vétérinaires est assez réactif sur ça. Ça fait une grosse différence par rapport à l'ordre des médecins de manière générale. Mais sachez que quand on fait quand on lance des alertes, par exemple, je pense à ce qu'on avait fait sur Médoucine il y a 2 ans, avec la tronche en biais par exemple, avec son travail de Mathieu Opiquet, qui n'est pas là d'ailleurs. Comment vous dire sans trahir de secret particulier, les services officiels ont été très attentifs à ce qui a été sorti, et Médoucine, d'ailleurs on est arrivé à le prouver, a fait du ménage pour essayer d'expliquer non pas comment arrêter de faire du bullshit, mais comment arrêter de laisser des traces du bullshit. Donc croyez bien que notre travail de vulgarisateur et de vulgarisatrice a aussi un certain intérêt. Et c'est pour ça qu'on a bien l'intention de continuer de travailler avec Blandine. Et on a du boulot. Formation en expert en sucre. Je vous remercie d'avoir posé la question sur les formations. C'est ma bête noire parce que, en tant que conseillère, sur les formations, tant qu'on ne touche pas à l'animal, je ne peux rien faire. Ça échappe en fait à la juridiction du Conseil de l'ordre des vétérinaires, tout ce qui touche à la formation. Et c'est extrêmement problématique parce que du coup, c'est du bullshit qu'on apprend aux gens et après, on récupère les pots cassés sur le terrain. En fait, la formation ne fait pas partie de l'acte vétérinaire. C'est-à-dire que n'importe qui peut former n'importe quoi dans n'importe quel domaine sans être inquiété par un ordre. Ça ne rentre pas dans le champ de compétences. Par contre, on y est effectivement très attentif parce que ces formations aboutissent quand même à des formés, lesquels formés vont eux pratiquer, et c'est là où on peut commencer à s'y intéresser. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas tout non plus, on n'est pas dans tous les réseaux de diffusion, il y a des informations qui passent par les chambres d'agriculture, par d'autres voies, et on n'est pas forcément copie de ces formations. Mais on intervient dans la mesure du possible, surtout s'il y a une manipulation d'animal. Là, à partir du moment où la formation fait appel à une manipulation d'animal, donc il y a de l'acte vétérinaire qui est présent devant les participants à la formation. Il faut que ce soit donc un vétérinaire qui pratique cet acte, mais également dans un établissement pouvant recevoir des actes vétérinaires. Donc il y a une double lecture. Mais bon, la plupart du temps, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, parce qu'on ne sait rien. C'est ça. On ne sait pas qu'ils aussi existent. Que toutes les formations en distanciel, on est complètement bloqué là-dessus.
Oui, mais n'hésitez pas à nous envoyer ce genre d'informations. Je suis persuadé qu'un certain G. Milgram se fera un plaisir de... On lui passera un coup de main. On dénonce, il faut aussi, en tant que citoyen, arriver à dénoncer ce genre de formation. Ah. La plupart des formations, dont on parle là, homéopathie, acupuncture, médecine complémentaire sont faites, à ma connaissance, et j'en connais un peu, par des diplômes. Oui. Oui, on est d'accord. On va conclure peut-être. Oui, on est parfait dans le timing. Est-ce qu'il y a une dernière question ? S'il est vétérinaire, il est vétérinaire. Voilà. Il ne peut pas se déclarer, ou alors il faut qu'il soit, qu'il abandonne sa casquette de vétérinaire pour faire de l'ostéopathie. S'il ne veut faire que de l'ostéopathie. Maintenant, on a une ambiguïté dans ce terme-là, puisqu'on a des vétérinaires ostéopathes. Ça arrive, c'est-à-dire des personnes qui ont une formation. Alors, sans rentrer dans le débat qui n'est toujours pas clos sur est-ce que c'est une pratique valable, pas valable, etc. Bon, moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais aujourd'hui, ils ont parfaitement le droit de revendiquer une compétence en ostéopathie de manière tout à fait paisible. Et ils peuvent exercer cette activité-là de manière tout à fait paisible. Ils ne seront pas inquiétés pour ça. Alors, ce sont des formations qui sont, acceptées par la loi. Donc, ce sont des formations qui existent, qui sont diplômantes pour certaines, et donc elles font partie de... Ce serait de dire spécialisé en ostéopathie. Par contre, spécialisé, qui passerait non, pas. Voilà. C'est pratiquant l'ostéopathie, pratiquant l'acupuncture, ça peut s'écrire sur un document officiel, sur une ordonnance. Par contre, spécialiste en, voilà, déjà, ça non, ça se fait, ça peut pas. Par contre, si vous faites des vidéos d'ostéopathie animale, vous finirez sûrement sur l'Instagram de Arthur Gian, pour ceux qui le connaissent. Bien, mais écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci.